des fantasmata, je parle maintenant comme les Grecs, n'est pas uniquement du côté cérébral, mais est-ce qu'il y a, c'est la question que je pose encore une fois, du côté du cœur qui est considéré chez les mystiques comme l'organe de perception par excellence? Oui, le conflit entre le cœur et entre ces deux instances que sont le cœur et le cerveau, avec d'ailleurs des rejaillissements politiques très importants, est classique. Alors, il est évident que le cœur, pour Averroès, en bon lecteur d'Aristote, c'est le siège fondamental de la sensation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Averroès est aussi l'héritier de Galien qui, désormais, confère au cerveau un autre statut. Donc, tout ce qui concerne le fantasme est quelque chose qui est inscrit effectivement dans le corps et qui circule entre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire que tout commence évidemment avec le cœur, mais le souffle cardiaque se propulse jusqu'au cerveau qui élabore lui-même son propre souffle, et c'est dans cette circulation psychique que les fantasmes se développent. Mais l'importance de cette affaire est de considérer que nous devons dépasser le cadre strictement corporel. Et nous retrouverions la psychanalyse à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure. Effectivement, tout a lieu d'abord dans le corps, tout s'inscrit dans le corps. Mais l'espace potentiel, c'est-à-dire l'espace de déploiement, d'expansion de la puissance dont je parle, n'est pas simplement le corps, d'une part. Au fond, il faut imaginer que c'est l'espace de l'expérience que nous ouvre le corps. Premier point. Et deuxième point, non seulement ça n'est pas le corps, mais ça n'est pas simplement l'individu lui-même. Il me semble que l'une des grandes thèses de la pensée roujdienne ou avéroïste du fantasme, c'est de nous conduire à penser que dans le fantasme de l'individu se joue plus que l'individu. Et qu'en fait, l'individu qui fantasme rencontre au lieu même de son fantasme, dans son corps, rencontre l'humanité tout entière. Donc, si vous voulez, je parlais tout à l'heure du fameux cogito ergo sum de Descartes. Eh bien, je dirais que avec Averroès tel que je le lis, cogito ergo sum ne veut plus dire je pense au sens de j'intellige donc je suis, mais je fantasme donc nous sommes. Quelque chose de la collectivité humaine se joue dans cet espace potentiel du fantasme. Jean-Baptiste Brenet, est-ce que cette nouvelle lecture ou cette approche, c'est pour ne plus avoir chez certains de nos contemporains une vision plutôt dépréciative, me semble-t-il, du fantasme, et c'est peut-être pour fonder, sinon une nouvelle métaphysique, au moins une métaphysique réelle à partir du fantasme? Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment que ce que je dis là d'Averroès s'inscrit dans une tradition. Il y a chez les Grecs déjà, qu'on pense seulement à la dianoia, cette idée de l'interface évidemment que jouerait l'imagination, que constituerait l'imagination entre la sensation et l'intellect. Reste qu'il y a effectivement une élaboration neuve là, avec Averroès, inscrit lui-même dans la pensée arabe, sur laquelle il faut insister. Et cela consiste à lutter contre la dépréciation dont vous parlez à plusieurs niveaux. Non seulement la dépréciation du fantasme et de l'imagination, certes, mais la dépréciation aussi de la pensée arabe en général et de la pensée avéroïste ou roujdienne en particulier, dans l'idée que celle-ci ne serait pour rien dans l'élaboration qui, de la scolastique, conduit à la modernité. Donc je pense que évidemment, il faut sans arrêt, nous sommes loin du compte. On pourrait croire que nous savons tout désormais d'Averroès et du rôle de médiation ou de philosophe qu'il a joué dans l'histoire. Nous sommes loin du compte, me semble-t-il. Et donc, par cet essai sur le fantasme chez lui, j'essaie de contribuer à une revalorisation de sa pensée et de la pensée arabe plus largement dans l'élaboration complexe, paradoxale, de notions clés de la modernité. Vous avez parlé tout à l'heure du scandale qui concernait la notion, l'idée de l'intellect séparé. Il y a encore un autre, c'est celui de la double vérité. Est-ce que la duplex veritas, donc qui était au centre des débats et du corps de doctrine qu'on appelait l'avéroïsme et qui prévalait jusqu'à Pic de la Murandole, peut-être Pétrarque, peut-être même au-delà jusqu'à Pomponati, c'est aussi pour vous
je parlerai pas d'une réhabilitation, mais d'une juste lecture et d'une compréhension des thèses avéroïstes et de sa pensée et de ses fantasmes? C'est évidemment crucial. Il faut dire deux choses là. C'est que il y a eu un Averroès historique, traduit en latin, traduit en hébreu, qui a sa vie propre. Averroès, ça n'est pas simplement Ibn Rushd, c'est aussi un homme qui a sa vie latine. Et si ce personnage-là a soutenu des thèses parce qu'on les lui a prêtées, parce qu'on l'a mal traduit, parce qu'on l'a mal entendu et qu'on l'a mal diffusé, des thèses contraires à l'Averroès authentique, eh bien, nous devons l'étudier quand même. Cet homme-là a existé, donc on ne pourrait pas se contenter de tirer un trait sur 500 ans d'Averroès latin. Et il est vrai toutefois que cet Averroès latin ne doit pas prendre toute la place. Et sur le point que vous évoquez, le paradoxe à nouveau est comique ou tragique, c'est que on a fait soutenir à Averroès, et cela pendant des siècles, l'exact contraire au fond de ce que dans son Fasl al-Maqal, le discours décisif, il défendait lui-même et qui est d'une importance absolument centrale, à savoir l'idée d'une ittisal, d'une connexion, d'une jonction, d'un accord entre la révélation d'un côté et la hikma, la sagesse, ou la falsafa de l'autre, la philosophie de l'autre. Alors ce que vous dites est tout à fait vrai. Pendant peut-être 500, 600, 700 ans, on a fait d'Averroès le préfigurateur des brocards libertins, l'homme qui dit je crois alors qu'il ne croit pas, et qui en vérité démontre par sa raison l'exact inverse de ce à quoi l'on tient par la foi. Alors qu'Averroès est celui qui dit que par la raison, on ne démontre pas l'inverse de l'objet de la foi, mais on démontre autrement, sous une forme apodictique à laquelle n'accède pas la religion, l'exacte vérité, l'exacte même vérité que ce que la religion défend. Oui. Alors, c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, ou quelque part, il y avait une volonté délibérée de travestir la pensée avéroïste? Il y a un peu de tout. De toute façon, la chose n'est pas si simple, puisque même aujourd'hui, le débat sur, disons, l'islamité, la dimension musulmane d'Averroès n'est pas absolument clos. Certains en font encore un hypocrite, certains en revanche en font un musulman accompli. Donc je mentirais en disant que les choses sont scientifiquement claires et que cela est sans querelle. Bon. Alors y a-t-il eu des formations volontaires ou simple mécompréhension? Ça c'est un point délicat. Je pense qu'on ne peut pas avoir de position unique sur cette question. Selon les points de doctrine qui ont été discutés, probablement que la réponse varierait. Il me semble que, compte tenu des textes que les latins lisaient, on ne peut pas ne pas penser parfois à un certain travestissement volontaire, à une certaine mauvaise foi de la part des lecteurs chrétiens. C'est ce que plusieurs fois j'ai écrit sur la question de l'intellect. Sur la question des rapports entre raison et foi, ou plus exactement entre philosophie et révélation, la chose est différente puisqu'il faudra attendre longtemps, c'est-à-dire après les grands penseurs de la scolastique, pour que soient traduits en latin les textes d'Averroès, les textes d'allure juridique qui en parlaient. Donc la question est différente. On ne pourrait pas régler d'une phrase ou d'un mot le rapport de l'Europe scolastique à la pensée d'Averroès. Alors ça c'est l'Europe scolastique, mais il y a des choses encore beaucoup plus récentes, en tout cas pas allant jusqu'au 19e siècle, et quelqu'un comme Ernest Renan l'a-t-il mal compris, ou il y avait quelques sentiments anti-avéroïstes? Oui, le rapport de Renan à Averroès, à la pensée arabe et aux avéroïstes est un rapport extrêmement complexe sur lequel on parle beaucoup, pour dire souvent beaucoup de bêtises. Il est évident que Renan était tenu par des préjugés relatifs à l'islam qui sont presque insupportables quand on les lit dans leur brutalité. Donc le rapport à la race, le rapport à la langue, tout ça ne va plus du tout. Sur Averroès, il y a chez lui un mélange de fascination et d'horreur. De fascination sur un point qui m'importe beaucoup parce que au fond, Averroès pour lui, même s'il ne le dit pas comme ça, c'est un grand penseur de l'humanité. Averroès, Renan, en homme du 19e siècle, est fasciné par l'idée d'un progrès de l'humanité.
Et au fond, Averroès, pour lui, c'est celui qui a pensé ce qui constituait la puissance de l'humanité comme telle. Il faut bien relire les pages qu'il écrit sur Averroès, il n'est pas tout en